Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse au nom de tout le panel de vous accueillir pour cette conférence sur le thème de la solitude, l'anti-relation, dans le cadre des rencontres capitales dont le thème plus global est la relation. Pour cette conférence, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de 4 expertes et experts du sujet. Donc, on a avec nous cet après-midi le professeur Raphaël Gaillard, donc, qui est psychiatre, professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité, en charge du pôle hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne et nouvellement élu à l'Académie française. On est également accompagné de Stéphanie Giquel, qui est donc exploratrice sportive de l'extrême, membre de l'équipe de France d'athlétisme, mais également autrice, conférencière et entrepreneuse. On a également donc Céline Laurenceau, qui après une carrière dans le conseil, donc 25 ans chez Accenture, si mes souvenirs sont bons, s'est spécialisée dans les ressources humaines, est devenue Executive Talent Advisor et coach ainsi que thérapeute Gestalt. J'ai un peu du mal à le prononcer, tu le diras mieux que moi tout à l'heure. Et enfin, on est avec Alexia Noyon qui nous vient du nord de la France, où après 1000 vies, donc d'abord d'humanitaire, puis ensuite d'entrepreneuse à la tête d'une brasserie artisanale, s'est lancée dans la revitalisation, dans le renouveau d'un monastère chartreux qui du coup aujourd'hui reprend vie grâce à la fondation La Chartreuse de Neuville, donc sous forme d'un tiers-lieu dont tu pourras nous parler plus tard. Et donc toutes et tous ensemble, nous allons parler de solitude, des solitudes, parce qu'il y a la solitude subie, mais il y a aussi la solitude choisie parfois. On va parler de ce que ça veut dire relationner dans un monde de plus en plus connecté, dans un monde où aujourd'hui on est de plus en plus sur la planète et souvent également de plus en plus seul. Et donc comment on fait face à ce paradoxe et comment on avance pour retisser des liens humains à l'ère où les liens digitaux et numériques prennent souvent le pas. Et avant de plonger dans ces sujets, j'aimerais vous partager quelques chiffres qui font un petit peu froid dans le dos. Donc tout d'abord des chiffres de la Fondation de France, donc qui publie depuis 2010 une étude sur l'isolement des Françaises et des Français. Et donc début 2025, les études montraient que 12% des Françaises et Français de plus de 15 ans étaient dans un état d'isolement relationnel, donc avec très peu ou pas de contact physique régulier avec d'autres personnes. Et plus de 42% des Français et des Françaises disaient être... Pardon, non, plus d'un Français sur 4, 20%, disaient être dans une situation d'isolement non choisi. Donc voilà, on a 20% des Français, 25% qui sont dans cette situation. Et en miroir de ça, j'aimerais également vous partager quelques chiffres qui là nous viennent d'outre-Atlantique, donc des États-Unis, publiés par le Centre pour la démocratie et la technologie en octobre dernier. Et ces chiffres-là aussi sont assez glaçants. Donc on a 25% des jeunes lycéens et lycéennes du pays qui disent avoir été en relation romantique avec une IA ou connaître quelqu'un qui a été en relation romantique avec une IA. Donc là, 25% des jeunes et 42% des étudiants et étudiantes d'université qui disent s'en référer à l'IA pour du compagnonnage et pour de la compagnie. Donc une fois qu'on a dit tout ça et qu'on comprend un peu l'ampleur du sujet de la solitude dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue, j'aimerais tout d'abord vous interroger sur qu'est-ce qu'une relation humaine, saine et durable avant tout, et comment relationner et comment en fait aujourd'hui les technologies dont on dispose, actuelles et aussi futures, font parfois obstacle à cette mise en lien, cette relation. Et donc pour ça, peut-être, Raphaël, tu peux commencer.
Alors le psychiatre que je suis, il n'aime pas parler ni de normes, ni de ce qui serait sain, parce que ça a l'air tout de suite d'être une prescription. Ce que je peux dire en lien avec les chiffres que vous avez donnés, c'est que ça va de pair, cet isolement social avec une souffrance, et que la souffrance naît de l'isolement. Je pourrais le dire de façon très concrète, hein, en neurosciences, on peut montrer que l'isolement social, ce qui peut s'organiser de façon assez simple dans une expérience, active le réseau de la douleur dans le cerveau, et que donc le seul fait d'être isolé, d'être rejeté, crée un sentiment qui est de l'ordre de la douleur psychique, qui active le circuit de la douleur dans le cerveau. On sait aussi que l'isolement est accompagné de complications cardiovasculaires et que par exemple ça augmente le risque coronaire, donc sur les artères coronaires, le risque d'infarctus de plus de 15%. Et enfin, pour poursuivre ces chiffres, ceux qui semblent paradoxalement le plus touchés par le sentiment d'isolement, parce qu'il y a la mesure de l'isolement, il y a le sentiment de solitude, ce sont les jeunes. Vous avez indiqué 1 sur 4, 1 sur 5, 20-25%. Chez les jeunes, c'est quand même volontiers plutôt 40%, hein, ceux qui indiquent avoir un sentiment de solitude. Le paradoxe étant que les jeunes sont dans le même temps hyper connectés par les réseaux sociaux, par tout ce qui leur permet d'interagir. Donc on observe une génération de jeunes qui se plaignent de solitude tout en étant hyper connectés, ce qui amène évidemment à se poser la question de la nature de cette connexion technologique et de ce qui manque pour qu'elle entraîne ce sentiment subjectif de solitude. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, lorsqu'on a échangé en amont de cet échange, vous distinguiez bien donc, le fait de relationner avec un être humain versus des technologies. Et donc peut-être si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la rencontre et sur ce qui fait une relation et une mise en lien entre deux personnes physiques. Et ce qu'on pourrait dire simplement, c'est que ça suppose de reconnaître l'altérité. Et l'altérité s'exprime par le fait que l'autre n'a pas les mêmes intentions que moi. Donc la rencontre nécessite une forme d'accordage, une forme de travail, de lien vers l'autre pour trouver un terrain d'entente, pour trouver quelque chose qui fonctionne à la même fréquence. Hein, c'est presque physique, la sensation de la rencontre. Et cette dimension d'accordage est au cœur de la relation à autrui, les relations que nous pouvons nouer avec tout un chacun en le rencontrant. Aujourd'hui, pour faire le lien à nouveau avec les technologies, on observe que l'interaction avec autrui, surtout chez les jeunes, elle est médiée avant tout par le chat, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire quelque chose qui crée une temporalité différente. Écrire un message, lire un message, ce n'est pas la même chose que l'interaction dans un dialogue avec l'autre. Il y a un effet d'attente de la réponse de l'autre. Il y a ces effets presque addictifs, on en reparlera tout à l'heure, de ces petits points qui apparaissent et qui soulignent que l'autre est en train de répondre. Tout ça crée en fait une rupture dans le timing, dans la séquence de l'interaction avec autrui, qui ne permet pas le même accordage. Les jeunes qui sont dans ce sentiment de solitude, qu'il était plus encore par exemple pendant les confinements, nous leur demandions, nous cliniciens, d'échanger avec leurs amis. Et pour nous échanger avec leurs amis, parce que nous sommes d'une autre génération, c'était téléphoner, c'était discuter avec l'autre. Or, justement, le téléphone dit intelligent, vous l'aurez remarqué, n'est plus un téléphone. C'est-à-dire qu'il ne sert plus à se parler, c'est-à-dire à avoir cette dynamique d'accordage qui est vraiment très subtile. Hein, l'interjection qui vient au bon moment, qui laisse parler l'autre, qui reprend, tout ça c'est subtil comme accordage. Et c'est quelque chose dont nous perdons l'habitude puisque nous utilisons un échange qui passe par le texte, ça a des vertus, mais aussi l'inconvénient de ne pas nous permettre d'être sur la même longueur d'onde exactement que l'autre. D'ailleurs, il n'y a jamais autant de quiproquos dans un échange que quand on fonctionne par
texto, par chat, plutôt que dans l'échange verbal. Et les personnes que nous recevions en leur recommandant de discuter avec leurs amis au téléphone trouvaient ça tout à fait incongru, parce que le téléphone, dans sa fonction de téléphone, est devenu incongru. D'ailleurs, même dans la rue, aujourd'hui, on peut voir parfois un individu parler avec un autre par ses oreillettes, mais pour l'essentiel, non. Il échange des messages sur son téléphone. Quand il prend son téléphone, d'ailleurs, il ne sait même plus le mettre à l'oreille, c'est curieux, hein, ce geste qui a traversé des générations. Eh bien, vous voyez dans la rue des individus qui échangent avec leur téléphone devant eux, c'est-à-dire en mode haut-parleur, ce qui au passage en fait profiter tous ceux qui les entourent, mais qui témoignent du fait que être en contact direct devient difficile, que peut-être même cette voix dans l'oreille, qui est une forme de relation intime, devient difficile, et qu'il faut donc passer par un écran. Et l'écran, c'est trivial, mais ça fait écran, et ça modifie la dynamique de l'interaction. Et nous nous posons la question à propos d'anti-solitude relation, d'anti-corrélation, c'est-à-dire que plus nous serions connectés par les nouvelles technologies, moins nous serions dans une forme de relation à l'autre, telle que j'allais dire des millénaires, mais c'est plutôt des dizaines de milliers d'années, nous ont habitués à l'être, puisqu'évidemment nous héritons d'un cerveau qui a traversé l'évolution et qui lui est construit pour l'interaction directe. Et ces mécanismes très subtils, il suffit de voir deux animaux qui font connaissance, il y a toute une série de rites, d'éléments de relation qui font partie de notre bagage au travers de l'évolution et que nous mettons de côté dans une relation technologique qui, à certains égards, n'est pas une relation. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Du coup, Céline, je te laisse la parole pour donner ton point de vue avec cette double casquette RH et thérapeute et coach également. Pour aller dans votre sens et compléter votre propos, en fait, la solitude, elle a plusieurs visages. Il y a déjà la solitude interpersonnelle. À côté de moi, il y a une chaise vide, il me manque quelqu'un, personne ne me regarde, personne n'est là pour m'attendre, je me sens seule. Mais il y a une autre forme de solitude, qui est la solitude intrapersonnelle. Il y a quelqu'un assis à côté de moi et pourtant, je suis face à moi-même. Je me sens profondément seule face à mon sujet, la peur de la mort, mon quotidien. Et ça, c'est existentiel. Et donc, c'est tellement souffrant de ressentir ça qu'on va chercher à rentrer en contact avec un autre. Et il y a plusieurs façons de rentrer en contact. Je vais croiser l'autre. Donc, on est dans la salle, vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. On partage le même moment, vous sentez sa présence, ou on est dans une salle de concert, on partage le même espace, mais il ne va pas y avoir un impact. Je ne connais pas cet individu, mais je suis avec lui. Il y a une autre façon d'être en contact, qui est la relation sociale. Je suis un usage, je sers à quelque chose, je fais quelque chose pour l'autre, j'ai un métier, mais pour autant, mon individualité, ma personnalité n'est pas forcément engagée dans la relation. Et par rapport au sujet de la conférence, il y a peut-être la relation véritable, qui est finalement cette rencontre, quelque chose d'assez particulier, qui crée un espace dense entre moi et l'autre, où quelque chose peut se passer. Et en fait, ce quelque chose, c'est une surprise. Est-ce que ça va être agréable ? Et c'est très physique, j'ai du plaisir, je me sens bien, ça résonne. Ou au contraire, est-ce que ça va être insupportable ? Ça va m'agacer, ça va me mettre en colère, et je vais avoir envie de repousser cette relation. Et ça, on ne le maîtrise pas. Si je vous demandais, là, dans la salle, de vous lever
et d'aller à la rencontre de 3 personnes que vous ne connaissez pas, vous voyez bien que c'est presque physique. Ah non, non, mais moi je suis bien sur ma chaise, pourquoi elle nous propose ça? C'est même pas intellectuel, c'est corporel ce qui se passe au moment de cette invitation. On peut le faire, hein, mais... On va le faire à la fin. Et donc, pour aller un peu plus loin, moi je pense qu'en fait la rencontre véritable, elle est en 3D, elle est charnelle, elle est physique. D'ailleurs, Tara, c'est assez intéressant. On a préparé en visio cet échange. Hier, on s'est retrouvés à 2 chaises. Vous ne m'avez pas reconnue. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose en plan plat qui ne passe pas comme il passe en 3D. Et donc, finalement, ma conviction, c'est cet inconfort physique. C'est ça l'enjeu. Est-ce que je suis capable de le traverser ou pas? Et les technologies, elles sont là. Les technologies, elles existent. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de s'en saisir et que le sujet, c'est l'usage qu'on fait pour éviter cet inconfort? Si je fais un message vocal, je n'ai pas besoin de déranger l'autre, d'être interrompu. Je peux dérouler ma pensée. Si j'interroge ChatGPT, il ne va pas me contredire aujourd'hui, il va aller dans mon sens. Donc moi, je crois que la relation véritable, c'est celle qui nous fait prendre un risque qui va être fécond, agréable ou désagréable. Et ça, c'est le péril. Merci beaucoup. Pour compléter sur l'enjeu autour des technologies, j'ai moi-même assisté hier à une conférence dans ce même auditorium où l'un des panélistes disait qu'il y avait plus de 100 générations de contenu sur YouTube, rien que sur YouTube. Donc il faudrait, même avec 100 générations, on aurait commencé à voir sans prendre en compte tout ce qui est créé pendant le temps où on regarde YouTube. Donc on voit qu'on est submergé d'une quantité absolument infinie de contenu créé par des humains et des humaines, mais pas toujours, de plus en plus créé par des bots, par donc de l'intelligence artificielle, des contenus qui sont parfois manipulés, des contenus qui sont souvent stéréotypés. On vit dans une ère d'infobésité où on est surchargé par l'image, par ce plan en 2D, par des attentes également. Et on voit bien que faire des choses qui sortent des sentiers battus, qui sortent de la norme, qui sortent des stéréotypes, qui sortent de l'attendu, justement, c'est aussi quelque chose qui isole. Et donc là-dessus, j'aimerais entendre Stéphanie qui, après un parcours tout tracé d'HEC à avocate d'affaires, a décidé de prendre le large, littéralement, et de tracer sa voie contre vents et marées dans des territoires parfois très, très hostiles. Et lors de nos préparations, également, vous partagiez cet isolement qu'on peut avoir et cette solitude et qui n'est pas forcément là où on l'attend. Et donc, ce serait chouette d'en reparler. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai un parcours d'exploratrice et de sportif de haut niveau. Je suis en équipe de France d'athlétisme. Donc j'ai souvent été en expédition, en particulier dans les régions polaires, donc au pôle Nord, au Groenland. J'ai parcouru l'Antarctique sur 2045 km. C'est une expédition qui a duré 74 jours. Donc j'ai été confrontée à des situations de vent dantesque, de grand froid, moins 50 degrés. Donc c'est effectivement une trajectoire qui est un peu singulière. Et en fait, ce qui m'a frappée quand je suis rentrée, en particulier de cette expédition, c'est la difficulté de partager, en fait. C'est-à-dire de raconter ce que j'avais vu, de raconter ce à quoi j'avais été confrontée. Il faut savoir que pendant 74 jours, en général, en expédition, je pars entre 2 à 6 personnes. Donc, ce n'est pas des expéditions totalement solo, mais il se trouve quand même qu'on est en solitaire pendant de longues semaines, enfin en petits groupes.
Et c'est vrai que quand on rentre, ce qui me frappe, c'est cette difficulté à raconter ce qu'on a pu voir, à la fois l'extraordinaire, le sublime, mais aussi les difficultés, le vent de face qui vous repousse sans cesse, les obstacles, les crevasses, l'instinct de survie que l'on ressent à maintes reprises. J'ai notamment eu un grave accident au Groenland. Et tout cela, en fait, j'ai du mal à le raconter. Alors, je sais que les marins ont aussi cette difficulté parce que je crois que ce qui rapproche aussi les individus, c'est parfois la norme, c'est-à-dire le fait de vivre des expériences communes. Donc tout ce qui va rapprocher, on entend souvent, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de parents, de jeunes parents, donc qui viennent de connaître la maternité, les premiers le mariage, etc. Et donc souvent, ils parlent de ces sujets et ça rapproche. On entend dans les tables des cafés ou dans les restaurants, on entend souvent parler de ces sujets-là. Et quand on vit une aventure qui est tout aussi exceptionnelle, mais qui est plus singulière, on a du mal en fait à partager et on peut ressentir une sensation de solitude. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'écris. J'ai écrit 3 ouvrages et c'est la façon que j'ai trouvé de partager et de pouvoir relater ce que j'ai pu vivre en expédition. Après, c'est pas une solitude qui fait souffrir. C'est juste un constat et je l'ai vu aussi récemment. J'ai amélioré un record de France d'athlétisme. J'ai couru en 24 heures 249,3 km sur une piste à Phoenix. Et quand je suis rentrée, même avec mes proches ou mes amis, on me pose 1 ou 2 questions et puis tout de suite on revient sur le quotidien en fait. Et ça m'a interrogée, mais maintenant j'ai l'habitude. Je pense qu'il y a peut-être une peur de la liberté aussi. Et puis c'est beaucoup d'efforts et on vit dans une société de confort. Donc c'est vrai que ça peut être étrange en fait de voir qu'on puisse choisir l'effort et finalement la souffrance ou la douleur. En tout cas, c'est comme cela que c'est perçu. Alors qu'en réalité, c'est surtout le sublime ou la quête vraiment de plénitude que l'on va chercher. Après, une autre forme de solitude aussi que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, c'est en tant qu'entrepreneur. Alors, entrepreneur et écrivain aussi. Quand j'écris, forcément, il y a des heures qui sont dédiées à l'écriture, où on est seul, où on s'enferme pour écrire. Je crois qu'en fait, après réflexion, c'est la solitude de ceux qui font, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand on est dans un collectif, le fait de faire quelque chose nécessite à un moment donné de travailler sur sa mission, sur son projet et nécessite forcément de s'isoler. C'est ce que j'ai fait aussi en classe préparatoire, par exemple. Et c'est ce que je connais aussi dans pas mal d'engagements. En fait, on connaît surtout Stéphanie pour son côté exploratrice et sportive de haut niveau, mais j'ai aussi été beaucoup engagée dans mon parcours, dans tous les environnements dans lesquels j'ai évolué. Je pense notamment au domaine du droit, par exemple, où j'ai été engagée pendant plusieurs années pour faire reconnaître la relation de subordination qui existe parfois entre certains associés et certains collaborateurs dans les cabinets. Et là, ça a été un combat qui a duré plusieurs années, où je me suis sentie parfois seule parce que j'avais des messages de soutien, mais personne n'osait s'afficher parce que voilà, la peur de ne plus retrouver d'emploi derrière. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Je suis très engagée au sein de la commission des athlètes de haut niveau, au sein de la Fédération française d'athlétisme. Et l'objectif, c'est qu'il y ait plus de performances aux Jeux olympiques de 2028. Et je crois que l'un des leviers, c'est le management et le leadership, intégrer le management et le leadership au sein de la fédération. Mais c'est assez nouveau, dans le sens où je suis un peu en avance sur ce qui se fait. Et quand on est un peu précurseur, un peu en avance, on n'a pas forcément les interlocuteurs. Pour moi, qui vient du monde de l'entreprise, c'est assez logique. Mais dans cet univers-là, entouré de sportifs de haut niveau, le management ou le leadership, c'est très théorique. Et donc, dans ce type de combat, on peut parfois sentir un peu de solitude parce qu'on est engagé. Mais je pense que c'est la solitude de ceux qui font, en fait. Oui, et là-dessus, on va entendre Alexia qui a beaucoup fait et fait beaucoup. Et donc sur
la solitude des dirigeantes et des dirigeants et également, voilà, particulièrement dans l'associatif. Donc, merci d'avance. Oui, merci. Je reconnais bien dans certains de vos propos, Stéphanie. Moi, au démarrage, quand j'étais aussi dans l'humanitaire et quand je revenais, j'étais complètement en décalage, surtout à une époque, il y a 30 ans, où il y avait peu de jeunes qui partaient à l'étranger. Donc oui, moi je dirige un projet associatif qui est la renaissance d'un immense monument historique qui s'appelle la Chartreuse de Neuville dans le Pas-de-Calais. Et en fait, qui était dans un état apocalyptique, donc même l'État et les collectivités ne souhaitaient pas faire renaître ce lieu du fait de l'ampleur des travaux et ensuite qui mettre, puisqu'il y a 18 000 mètres carrés de bâti. Et donc on a lancé un projet qui est un peu, moi quand on m'a proposé ce projet, je me suis dit il y a 95% de chances qu'on n'y arrive pas, parce que ça aurait été prétentieux de dire que nous on allait y arriver. Au bout de 17 ans, on est toujours une expérimentation, mais on a énormément avancé et le lieu est sauvé. Et d'autre part aussi, notre singularité, c'est d'en faire un lieu qui est un laboratoire d'innovation sociétale, donc qui est inspiré par les valeurs du lieu pour permettre à chacun de développer ses talents et de les inscrire en complémentarité de ceux des autres, dont aussi la dualité entre l'individu et la reconnaissance de l'individu pleinement, mais qui doit venir en complémentarité des autres. Et là, on aborde la relation et la relation entre la solitude et la relation. Et donc là aussi, donc finalement, on est sur un projet d'une part colossal et d'autre part qui est complètement atypique et innovant à la fois dans son contenu et dans son contenant. Et donc c'est vrai que parfois on se sent seul en tant que dirigeant. Pour autant, j'ai une équipe absolument extraordinaire d'administrateurs ou d'opérationnels, mais ce que je rappelle un petit peu toujours, c'est qu'un dirigeant, au dernier moment, il prend seul la décision. C'est à lui de la prendre et c'est à lui de l'assumer. Pour autant, s'il a noué des relations fortes avec ses équipes, avec des personnes qu'il conseille, avec en l'occurrence des administrateurs, etc., plus il a noué des relations fortes, plus ça lui permet de discerner et de prendre en confiance et de manière sereine une décision qu'il doit prendre seul. Donc je pense que l'importance de la relation aussi, même si on se retrouve seul in fine dans la prise de décision, c'est de pouvoir s'entourer de personnes et de relations en qui vous avez confiance, qui puissent vous accompagner. Je pense aussi parfois que surtout dans un monde qui est ultra stimulant, mais alors moi c'est quelque chose que je recommence à faire et que je faisais très jeune, alors c'était très atypique à l'époque, j'ai commencé quand j'avais 17 ans. Pendant chaque année, je faisais une semaine de retraite en silence. Bon, il se trouve que je suis croyante, mais je suis pourtant hyper bavarde. Et en fait, je pense que pour les dirigeants ou pour chacun, ça fait du bien de temps en temps de se prendre une semaine complètement en silence, pour se retrouver soi, retrouver peut-être son intériorité, et ce qui permet après peut-être de mieux revenir en relation avec les autres, que ce soit pour diriger, pour manager ou tout simplement pour créer. Donc je pense que la solitude, c'est aussi important. Par moments, c'est subi, mais on peut faire un contre-pouvoir en s'entourant de personnes qui vous permettent, comme je disais tout à l'heure sur la décision, donc même quand c'est subi, on peut atténuer le côté d'être subi. Et quand c'est choisi, c'est aussi important parfois d'avoir des temps de solitude pour mieux entrer en relation avec l'autre ensuite. Merci beaucoup. Céline, est-ce que tu peux rebondir là-dessus et notamment sur ces choix que parfois on doit faire seul, ces décisions qu'on doit faire seul et comment se reconnecter à soi-même, en fait, c'est aussi une manière de se reconnecter aux autres. Pour aller dans ton sens, Alexia, et peut-être en faisant un petit détour, en fait, on a tous au fond de nous une ligne de faille, une blessure relationnelle qui est arrivée dans notre corps quand on était jeune. Et c'est une expérience qui a été désagréable, un sentiment d'être abandonné, d'être rejeté. Et donc, on a mis en place un mécanisme relationnel pour ne plus jamais ressentir cette sensation. Et en fait, à chaque fois qu'en tant qu'adulte, on va s'approcher de cette sensation, notre mécanisme, il va se remettre en place. Or, finalement, l'autre, celui qui est de l'autre côté de la relation, parfois, il n'en a même pas conscience. Et donc, quelque part, le travail qu'on va faire en tant que coach, en tant que thérapeute, c'est d'aider chacun d'entre nous à retourner les yeux vers l'intérieur, à revenir vers nous
et à essayer de comprendre, tiens, dans la relation, qu'est-ce qui m'appartient, que l'autre me révèle, mais dont il n'est absolument pas la cause. Alors je vais donner quelques exemples. Souvent, il y a la problématique en entreprise des limites. Je ne sais pas dire non, j'arrive pas à dire non, ça déborde, avec la problématique aussi du burn-out. Hein. Et en fait, bien sûr, on peut être dans un environnement où il y a beaucoup de charges de travail, où il y a beaucoup d'exigences, où il y a une culture de performance. Mais il y a aussi, c'est les deux, au fond de nous, quelque chose qui nous dit, si je dis non, si je dis stop, l'autre va se sentir rejeté, je ne vais pas être gentil, quelque part, je ne vais pas lui faire plaisir. Et donc, à ce moment-là, on imagine que dans la relation, il faut faire pour l'autre et se sacrifier, ou contre l'autre et se protéger. Et donc, finalement, ce mouvement de retour vers soi dont tu parles, c'est revenir à l'endroit de la blessure originelle. C'est courageux, hein, avoir le courage de la regarder et de voir comment, en tant qu'adulte, on peut en prendre soin, la réparer, pour revenir dans la relation un peu avec pas d'attente ou pas de volonté de contrôler l'autre. Et ça suppose d'intégrer qu'on nous a toujours dit « ouais, c'est super égoïste de penser à soi ». Peut-être que ce qui est le plus égoïste, c'est d'attendre que les autres s'occupent de notre blessure. Et que finalement, peut-être que enfin même pas peut-être, moi je crois que le développement personnel, il est indispensable pour ouvrir à un développement relationnel qui ne soit pas pesé sur l'autre, mais bien tenir debout dans notre solitude existentielle. Merci beaucoup. Et là-dessus, on a des exemples qui remontent très très loin, des siècles en arrière. Et donc Alexia, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des Chartreux et de leur capacité en fait à relationner différemment et à relationner au-delà de la parole via différents rites et rituels, tous et toutes, enfin tous ensemble. Merci d'avance. Oui, très bien. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur le projet de la Renaissance de la Chartreuse de Neuville, je ne connaissais pas bien l'ordre des Chartreux que j'ai découvert, qui est un ordre passionnant. Et donc son fondateur, qui est devenu Saint Bruno, sa conviction profonde, c'était que la meilleure façon d'entrer en relation avec Dieu, c'était d'être seul face à Dieu. Mais pour autant, il avait remarqué que la plupart des ermites devenaient fous parce que l'homme a besoin de relations. Donc schématiquement, il a créé un ordre religieux qui permet à des pères chartreux d'être au maximum en silence et en solitude face à Dieu, tout en étant un minimum en relation avec les autres pour pouvoir tenir le coup. Donc finalement, toute la vocation des chartreux, elle est basée sur la solitude et le silence, mais au sein d'une communauté. Ils disent qu'ils sont à la fois solidaires, parce que solitaires. Et pour ça, ils ont déjà conçu, alors c'est très organisé, ils ont conçu 3 solitudes dans l'espace. La première, c'est celle du chartreux dans sa cellule. Vous voyez, un monastère chartreux, c'est une continuité, une architecture qui conduit vers le silence et vers une petite maison avec un jardin où il n'y a même pas possibilité de regarder sur la cellule d'à côté. Et on appelle ça le désert du chartreux. Donc c'est volontaire. La première solitude créée dans l'espace, c'est la cellule. La deuxième, c'est celle du monastère carthusien. Tous les monastères carthusiens ont été implantés dans des lieux qui étaient très isolés. Alors la Chartreux de Neuville, aujourd'hui, un peu moins qu'en 1324, mais quand même, elle reste isolée par rapport au village qui s'est créé après à son pied. Mais si vous allez un jour à la Grande Chartreuse, ça reste un lieu extrêmement isolé. La troisième solitude créée dans l'espace par les Chartreux, c'est celle du désert par rapport au monde, par rapport à la société. Donc comment s'extirper de la société, mais encore, vous verrez, avoir des temps de connexion quand même avec la société, avec le monde. Alors, je vais d'abord parler aussi de l'architecture d'une chartreuse parce que c'est très fonctionnel et ça permet ça. Donc, comme je disais, c'est une progression vers le silence. Il y a la cour d'honneur, il y a les espaces communautaires et il y a le grand cloître. Et il y a une dualité d'espaces, mais qui sont reliés, qui est d'une part le grand cloître,
qui relie entre elles toutes les cellules des pères chartreux. Donc le grand cloître relie les solitudes de chaque père chartreux. Et la charpente du grand cloître est elle-même reliée à la charpente du petit cloître, qui, elle, dessert tous les espaces communautaires. Et donc les Chartreux disent que par rapport à une construction ou d'autres vocations religieuses qui peuvent être composées de plusieurs ermites, mais les ermites ont chacun leur ermitage qui est complètement isolé des autres, eux, c'est pas du tout ça, ils font tous partie d'un seul corps, puisque ces cellules sont les cellules d'un seul corps, reliées entre elles par la charpente du grand cloître, qui lui-même charpente qui est reliée à la charpente du petit cloître, qui elle-même relie tous les espaces communautaires. Donc l'architecture sert la vocation des Chartreux. Et puis il y a le mode de vie des Chartreux en lui-même. Donc le père Chartreux va être la plupart du temps dans sa cellule, à l'intérieur de laquelle il y a des coutumes et pas des règles. C'est le seul ordre religieux qui n'a pas de règles au Vatican. Et la coutume lui donne un conseil d'avoir des temps de travail manuel, temps de travail spirituel, de temps de travail d'études, mais finalement, personne ne sait ce que fait le père Chartreux dans sa cellule. Donc il y a aussi un profond respect de l'individualité de chaque Chartreux. Pour autant, il y a des temps de connexion. Donc vous parliez tout à l'heure du fait d'être ensemble. Et c'est vrai que les Chartreux vont 3 offices par jour se retrouver ensemble pour chanter ensemble à l'église, mais sans dialoguer. Ils vont avoir un temps de relation pour se reconnecter avec la société, puisqu'ils vont aller écouter 1 fois par semaine les nouvelles dans la salle du chapitre, les nouvelles du monde. Donc c'est là où ils vont s'être à la fois extraits du monde, mais être en relation avec le monde. Et puis ici, ils vont être en relation avec l'autre, puisque 1 fois par semaine, ils ont ce qu'on appelle le spatiement, lors duquel ils vont sortir de la chartreuse, se promener pendant 4 à 5 heures, et là, pouvoir échanger entre eux, 2 par 2, en s'échangeant 2 par 2. Donc j'imagine aussi que la teneur de l'échange lors de ces 4 à 5 heures par semaine, ce sont des moments où on a eu le temps de réfléchir entre les deux et où on a en même temps une vraie relation, comme vous disiez, professeur, où on se parle. Donc voilà un peu le mode de vie des Chartreux. Je pense que ça explique bien un peu cette notion de solitude anti-relation. Et eux ne disent pas qu'ils sont seuls et solitude, ils disent « nous sommes seuls pour être au milieu de tous ». Et selon eux, tout le monde n'est pas croyant dans cette salle, mais pour eux, ils sont dans la solitude pour relier la relation avec Dieu avec la solitude des hommes. Donc ils sont bien seuls au milieu de tous. Voilà. Merci beaucoup. Le porte-parole des Chartreux, j'espère que je n'ai pas trop... Mais nous avions envoyé un document sur l'architecture. Merci beaucoup. Et donc peut-être pour conclure cette table ronde, j'aimerais insister de nouveau sur l'importance entre la relation et la santé, et inversement la solitude et la santé. On sait aujourd'hui par beaucoup d'études que la solitude, l'isolement impacte la santé aussi bien physique, on parlait de santé coronaire tout à l'heure, et également mentale, que l'isolement nuit à l'espérance de vie en bonne santé et qu'inversement, une vie sociale riche l'améliore. On parlait de la santé mentale des jeunes, donc particulièrement affectés depuis le Covid et ces confinements à répétition et l'absence de ces temps de socialisation dans les universités qui sont passés en distanciel, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire, tout un chacun, tout à chacune, ici, aujourd'hui et demain, et avec nos enfants si on en a un, avec nos aînés, etc. Donc, professeur Raphaël Gaillard, vous pouvez peut-être nous donner votre avis là-dessus et ensuite on fera un tour pour conclure. Combien de temps avons-nous ? Il nous reste un gros quart d'heure. Je voudrais juste prendre le temps de faire le lien entre ce que nous disons les uns et les autres autour de la solitude. Parce que j'aimerais souligner en fait que la solitude est la marque de la condition humaine et que notre propos n'est pas de dire que la solitude est seulement toxique, qu'il faut l'éviter absolument, c'est plutôt de dire qu'elle fait partie de l'expérience des êtres humains. C'est une condition très particulière, celle des êtres humains. C'est une condition qui consiste notamment
à se représenter le monde, pouvoir le penser, le nommer par des mots. Et ça, il faut souligner qu'à partir du moment où nous pensons, nous ne manipulons plus que des représentations du réel et plus le réel lui-même. C'est-à-dire que le seul fait que nous utilisions des mots crée une distance entre nous et le monde et marque cet arrachement, cette solitude. Ça, c'est le propre de la condition humaine. Peut-être que c'est ça la chute du paradis, avoir commencé à penser et être contraint de faire avec des mots. Et d'ailleurs, dans notre échange, plusieurs fois, vous avez utilisé un néologisme, celui de relationner, parce qu'on tourne autour de cette question de la relation, mais je pointe que le mot même de relation est un mot ambigu à son origine, dans son étymologie, puisqu'il porte à la fois la question du verbe, ce qui est dit, ce que je relate. On peut dire d'ailleurs la relation, c'est le fait de relater. Et ce qui relie, c'est les mots que nous utilisons en commun, en même temps qu'il est ce qui relie, c'est-à-dire ce qui crée un lien entre les êtres humains. Et c'est jamais facile, en fait, de passer de l'un à l'autre. Effectivement, les expériences extrêmes, c'est très difficile de les partager. Tout est fait pour, en quelque sorte, les faire rentrer dans le cadre normatif de la vie de chacun. Et c'est probablement par le récit qu'elles ont le plus de chances de gagner les autres. Autrement dit, entrer en relation, et j'éviterai le néologisme, désolé, c'est des réflexes d'académicien, j'éviterai le néologisme relationnel, c'est vraiment la complexité d'entrer, de connecter, de ce mouvement actif. Ça suppose d'accepter que nous partions d'une solitude intrinsèque chacun, que nous allons la partager, et que ce qui va nous permettre l'accordage que j'ai évoqué tout à l'heure, ce sont justement les mots que nous échangeons, les gestes aussi, bien sûr, le corps, bien sûr, est très présent dans la rencontre, mais quand même beaucoup va passer par ces mots. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, on l'a évoqué, où les objets technologiques nous mettent à distance de l'autre tout en prétendant nous connecter à l'autre. Elles ont parfois cette vertu. Moi, je ne voudrais pas dire que les réseaux sociaux, c'est toujours une catastrophe. Il y a des individus pour lesquels c'est vraiment la possibilité de créer un lien avec l'autre. Et parfois, c'est même salvateur pour un adolescent. Je dis juste que ça n'est pas la modalité que notre évolution, la phylogénie, nous a transmis, et que par conséquent, nous nous trouvons entravés dans la relation à l'autre par quelque chose qui crée une rupture du rythme, simplement faire écran. Alors j'arrive enfin à votre question, mais je voulais prendre le temps du lien entre nos propos, de la solitude à la relation. Nous, médecins, sommes aujourd'hui dans la situation paradoxale de constater que la dernière invention technologique, l'intelligence artificielle générative, est née du langage. C'est quand même la réalité. L'IA générative, ce sont des réseaux de neurones inspirés de nos réseaux de neurones. C'est vraiment proche du biomimétisme. Encore fallait-il les rendre intelligents. Et au 3e millénaire, ce qui rend intelligent un réseau de neurones, ce n'est pas de regarder des millions d'images, c'est de lire des millions de pages. Ce qui est quand même quelque chose de fascinant. Ce qui crée l'intelligence d'un réseau de neurones aujourd'hui, avec les IA génératives, c'est justement la lecture, le rapport au texte. Donc au moment où quelque chose d'inerte, un réseau de neurones, devient intelligent, relativement intelligent, moi je serais d'avis de dire intelligent, par la lecture, par le rapport au langage, nous nous éloignons de ce rapport au langage et même nous utilisons ces technologies pour ne plus être en lien avec les autres. Donc un moment où quelque chose d'inerte devient intelligent par ce qui était au cœur du mot relation, le fait de relater les mots, eh bien nous perdons dans un rapport d'image interposée, d'écran interposé, qui n'est pas celui de la relation. Et donc, il nous faut enjoindre les uns et les autres à cultiver un mode de relation qui soit celui que notre évolution nous a conduit
à perfectionner, vraiment l'interaction directe avec l'autre, ce que vous avez qualifié de 3D, vraiment le côté physique de l'interaction, et la place des mots, et le temps que l'on prend pour s'accorder sur les mots. C'est pas juste s'accorder sur un dictionnaire, comme dans la compagnie à laquelle j'appartiens, c'est vraiment s'accorder sur les mots, résoudre les quiproquos, affiner la relation petit à petit, ce qui est toujours en fait quelque chose de périlleux effectivement, mais de très beau. Merci. En complément, alors peut-être plus empirique, moi j'accompagne des dirigeants, j'accompagne des individus et je fais 3 constats. On manque de corps, on manque de chair, on manque de... c'est un peu comme si on était dans cette salle et qu'il n'y avait pas ces vitres. En fait, sans le corps, on est en l'air. Et j'observe que quand je pose la question, il y a très peu de personnes qui sentent leurs pieds au sol, leurs fesses dans la chaise. On a conscience de jusque-là, mais beaucoup d'entre nous ont perdu ce qui fait notre sécurité. Et c'est encore pire quand on fait des crises d'angoisse, parce que c'est encore plus effrayant d'aller s'installer dans le corps, que c'est là qu'on a senti l'angoisse. Donc il y a vraiment un sujet, et peut-être pour finir sur ce premier point-là, en entreprise, on fait du back-to-back, comme on dit, donc on enchaîne les réunions, il n'y a plus de place pour avoir faim, il n'y a plus de place pour avoir envie de pipi, le corps est complètement nié. Et ça, c'est un premier constat qui va avec le deuxième, qui est en fait que plus on accélère, moins on sent. Donc si je mets ma crème de jour comme ça, c'est pas la même sensation. On parlait d'amour ce matin, la sensualité, c'est pas la même sensation. Donc il y a vraiment un appel au ralenti. Et puis peut-être le troisième point, c'est que ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça fait vérité, ça fait pas débat. Et donc comment chacun d'entre nous, dans nos liens, on ne vient pas questionner ça. C'est-à-dire, je me sens seule, non, voyons, t'es entouré, non, je me sens seule. Et donc je pense qu'il y a une vraie éthique pour chacun d'entre nous de ne pas aller mettre autre chose sur la vérité de l'autre, surtout si c'est un ressenti ou une émotion. Merci. Moi, j'aime souvent dire que je vis dans le monde tout en étant loin de l'agitation du monde. C'est-à-dire que je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est la solitude introspective et c'est aussi la rencontre et la relation à l'autre. Donc ça peut paraître contradictoire, mais il nous manque les deux et je pense qu'on a besoin des deux. La solitude introspective, c'est ce que je peux connaître, par exemple, quand je pars en expédition. C'est des heures de marche ou des heures de course où j'écris dans ma tête, où je me retrouve, où je me pose plein de questions sur le sens des choses. Ça m'a beaucoup apporté. Et la relation à l'autre aussi, parce que je crois qu'on progresse par la rencontre, par la confrontation. Et ces deux choses-là, aujourd'hui, elles nous manquent. Alors moi, ce qui me surprend, c'est effectivement l'impact des réseaux sociaux. Je rencontre beaucoup de jeunes parce que je fais de l'athlétisme donc en équipe de France et la plupart sont plus jeunes que moi. Et il y a 15-20 ans, quand je montais des expéditions, je rencontrais beaucoup de monde. C'était des superbes rencontres, que ce soit des explorateurs, des entreprises. Enfin vraiment, je passais mes journées à rencontrer. Vraiment faire des rencontres physiques avec des personnes que je connais très bien aujourd'hui. Et les jeunes souvent vous disent mais non, moi mon objectif c'est 10 000, 20 000 followers sur Instagram, mais des gens qu'ils ne connaissent pas en fait. Et je trouve que ça c'est dommage. Enfin, c'est vraiment un rapport à l'autre qui est complètement transformé avec les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui me marque en fait dans ces rencontres avec ces jeunes. Je crois que ce qui, à mon sens, peut permettre de retrouver la rencontre, c'est peut-être de retrouver le corps, comme vous l'indiquiez, peut-être avec l'activité physique. Donc sortir, parce que sortir, ça oblige à être déconnecté. Quand vous faites une sortie de 2 heures, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'accès à l'information pendant 2 heures.
Ça permet d'aller aussi à la rencontre des autres, notamment dans les clubs. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup apporter pour avoir conscience de son corps, pour être déconnecté et faire l'expérience de la déconnexion et ralentir. Ça, je suis complètement aussi d'accord avec vous sur le fait de ralentir. Je pense que ça peut apporter pour une meilleure santé physique, évidemment, et puis une meilleure santé mentale. Et c'est vrai que ce qui m'apporte beaucoup quand je pars en expédition, c'est le fait d'être complètement déconnectée. Enfin, j'ai aucune information sur l'actualité. Quand je suis partie en Antarctique, par exemple, il y avait eu les attentats en janvier 2015 et je n'avais pas l'information. Je l'ai appris au retour. Et aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de très très peu regarder l'information parce que depuis ces explorations, l'information, je la trouve très agressive. C'est-à-dire que quand je rentre, je trouve qu'il y a trop d'informations dans l'espace. Quand on est au milieu d'un désert, on apprend à remarquer les détails. Et l'homme a créé beaucoup d'informations dans l'espace et encore plus sur les réseaux sociaux, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Et je trouve que c'est beaucoup trop. On est noyé, en fait. Je pense que notre santé mentale, elle est vraiment en risque avec toute cette information. Et c'est vrai que les jours de déconnexion totale, je me sens mais vraiment beaucoup mieux et j'ai une énergie vraiment de feu pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut prôner, c'est une déconnexion. Merci. Non, en fait, quand on a lancé le projet de la Chartreuse-Neuville par rapport à son histoire, qui est monastique mais aussi artistique et hospitalière, et avec une période hospice psychiatrique avec énormément de liens de solidarité entre les soignants et les résidents, on avait choisi d'en faire, et on en fait toujours un lieu qui permet à chacun, comme je disais, de contribuer à découvrir ses talents et de pouvoir les exprimer en complémentarité de ceux des autres. Le résultat, et ça a toujours été un souci, même parfois avec mes administrateurs qui me disaient « Alexia, il faut élaguer, c'est compliqué d'expliquer la Chartreuse », fait qu'on a des projets qui adressent des publics extrêmement différents. Donc des projets culturels, donc à la Chartreuse vont se croiser, on a un incubateur d'entrepreneurs, donc des dirigeants, des entrepreneurs, des artistes, des personnes très éloignées de l'emploi et notamment des jeunes en insertion, également des aidants et des personnes en situation de handicap ou d'en perte d'autonomie. Bref, une mini-société. Donc c'est toujours compliqué à expliquer parce qu'on vous dit, bah oui, mais c'est plus facile d'aller dire on s'occupe d'eux. Mais dans la France, finalement, on finit par mettre tout le monde séparé. Et la grande richesse aujourd'hui du projet, c'est de pouvoir justement créer des rencontres naturelles entre des publics et des générations radicalement différents. Et ça, je pense que c'est de plus en plus rare, des lieux comme ça. Alors bien sûr, il n'y a pas que le nôtre, mais je pense que c'est extrêmement important de les recréer. Et dans le développement du projet, on s'inspire aussi de l'architecture. C'est-à-dire que notre volonté, c'est que sur l'avant de la Chartreuse, il y ait ces espaces de rencontre, d'interaction, de création en commun, de stimulation, parce que c'est important, et puis entre différents horizons, et puis qu'à l'arrière, progressivement, donc sur les ermitages, dont on n'est pas encore propriétaire, mais qu'on va être amené à être propriétaire dans les 5 ans, c'est plutôt d'être un espace pour l'intériorité, où des artistes ou des intellectuels pourraient venir écrire ou créer, où des jeunes pourraient venir se poser, s'enrichir, où des dirigeants pourraient venir juste pour ne rien faire. Aujourd'hui, il y a eu des études, il y a eu un test fait sur des grands dirigeants. On leur demandait de rester 3 heures à un endroit qu'ils avaient choisi sans rien. Certains ont terminé en pleurs. Parce qu'en fait, ils sont tellement surstimulés qu'ils ne savent plus se poser, mais la création vient du vide. Donc s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de véritable création, il y a de l'adaptation. Donc l'idée, ce serait au niveau notamment des dirigeants, ne rien faire dans ces ermitages, si ce n'est se balader dans le lieu et cueillir ce qui s'y passe, et 2, avoir la possibilité de rencontrer naturellement le reste de la société, pour les artistes aussi. Peut-être 3 exemples pour conclure qui matérialisent ce qui se passe, notamment dans des rencontres comme ça, quand on mélange les gens naturellement. C'est-à-dire pas quand on dit à telle heure, on va faire rencontrer 3 jeunes en insertion avec des dirigeants. Là, c'est très cadré. Donc chez nous, ça se passe naturellement. On a pu avoir notamment ce qu'on appelle, nous, une voix au chapitre. Donc c'est des soirées débats sur des thématiques. Neuville-sous-Montreuil, c'était une des villes qui a été le plus inondée il y a 2-3 ans. Donc c'est un sujet très tendu dans le territoire. Et on a fait cette voix au chapitre où il y a un peu des règles de fonctionnement, où on s'écoute parler, où il y a, etc. Et autour de la table, il y avait 4 gilets jaunes, il y avait le maire de la commune,
il y avait quelqu'un qui était arrivé dans le territoire, qui avait créé un master à Sciences Po Paris, et il y avait une résidente du Touquet, en résidence secondaire. Donc vous imaginez bien des profils radicalement différents. Eh bien, on a pu avoir un débat apaisé, un débat enrichissant entre ces personnes d'horizons extrêmement différents. Et je pense qu'une des solutions, c'est de pouvoir recréer des espaces, des lieux où on peut permettre ces rencontres. Un autre exemple peut-être qui rejoint ce que vous expliquez sur les jeunes, on a une formation pour des jeunes extrêmement loin de l'emploi, à qui on demande d'être utile au lieu, parce que je pense aussi que c'est important pour les personnes de se sentir contributives, et c'est là qu'elles se mettent en route. Et on avait notamment une jeune fille, Aline, 23 ans, elle était addicte aux réseaux sociaux, aux séries d'horreur, et elle ne prenait plus qu'un repas par jour. C'est véridique, hein, c'était la pire qu'on ait eue, entre guillemets la pire. Un repas par jour, et elle se couchait tous les jours à 5 heures du matin. C'était un fantôme, elle était comme ça, blanche, cadavérique. On a réussi petit à petit, parce qu'on a 16 ans, non, je me suis trompée, elle n'a pas 23 ans, elle avait 16 ans. Elle nous avait été envoyée par la mission décrochage scolaire avec qui on a un partenariat. Petit à petit, elle a repris vie, elle est revenue, elle s'est réimpliquée, ça a pris 6 mois, ces formations prennent 6 mois. Et un jour, à un repas, j'entends un éclat de rire phénoménal. Et je passe la tête, j'étais dans la cuisine, donc je n'étais pas dans la salle à côté, et je m'aperçois qu'Aline éclate de rire. Et ce moment-là, il est fabuleux parce qu'elle était de nouveau en relation. Et donc, je pense qu'il faut recréer des lieux où on se parle, où on se mélange et où on se découvre, avec dans toute une altérité, ce qui suppose, comme vous le disiez, un ajustement. Merci. Merci beaucoup. Et avant de donner la parole aux auditeurs et aux auditrices, on est accompagné de 2 jeunes étudiants en journaliste, donc Enzo Meni et Yanis Ben Mohamidi. Donc à vous les micros pour poser vos questions. Bonjour à tous. Merci de votre participation. Ma question est remontée sur la solitude et l'intelligence artificielle des réseaux sociaux. On voit que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui se dirigent donc vers ces nouvelles technologies. Est-ce que c'est justement parce qu'ils ne se retrouvent plus dans le monde réel, qui est de plus en plus connecté et qui va de plus en plus vite? Merci. Est-ce que Raphaël voulait prendre la question? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que tous les ingrédients sont réunis pour rendre l'IA conversationnelle, donc les IA génératives, addictives. C'est en lien d'ailleurs avec notre propos, c'est que nous interagissons avec quelque chose auquel on prête énormément et qui, de fait, ayant une forme d'intelligence, je le redis, finit assez rapidement par dire des choses pertinentes de nous-mêmes. Si vous faites vraiment l'effort d'échanger avec un ChatGPT par exemple, vous verrez qu'assez rapidement dans l'échange, y compris sur des questions très personnelles, émergeront des réponses qui sont pertinentes. Or, c'est exactement ce que nous vivons dans la relation thérapeutique, le fait qu'un patient face à un praticien s'entend dire des choses dont il comprend qu'elles sont pertinentes pour lui. Et à partir du moment où l'autre dit quelque chose de pertinent de soi, alors cet autre, vous êtes lié à lui. On parle souvent de transfert en considérant que c'est la reproduction d'une forme de relation, mais c'est réellement ça l'intensité du transfert, c'est que quelque chose de pertinent est dit de vous par l'autre et à celui-ci vous êtes lié. Et c'est vraiment très fort ce lien. D'ailleurs, on nous prête beaucoup plus que ce que nous pouvons réellement dire, mais l'important c'est que de temps en temps quelque chose soit pertinent et que soit déclenché ce lien. C'est exactement ce qui se passe avec une IA générative, si ce n'est que l'IA générative, elle n'a pas d'intention. Elle a éventuellement l'intention de vous garder en lien, c'est-à-dire de maintenir la discussion, mais elle n'a pas ses propres intentions. Et donc, vous allez interagir avec quelque chose auquel vous prêtez beaucoup, qui de fait va vous dire des choses pertinentes de vous, ce qui va vous lier à ce que vous pensez être un autre, alors que cet autre n'induit aucune friction avec vous, puisqu'il n'a pas ses propres intentions. Et donc, partant de là, eh bien, tout est fait pour continuer cette relation.
Et non seulement vous allez continuer cette relation, mais puisqu'elle est dénuée des frictions qui nécessitent l'accordage que j'ai évoqué tout à l'heure dans le fait de rencontrer l'autre, eh bien vous allez perdre l'habitude de la relation aux autres. Parce que quand vous allez voir quelqu'un, un bipède avec lequel discuter, celui-ci, il aura ses propres idées qui ne sont pas les vôtres. Et donc naîtra une friction à laquelle vous vous serez désensibilisé par l'intensité de votre relation à l'IA. En résumé, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que, c'est vrai, et je le vois beaucoup chez les patients, les IA génératives deviennent des confidents, que cette relation de confidence prenne de l'ampleur et qu'à mesure qu'elle prend de l'ampleur, il devienne encore plus difficile d'entrer en relation avec un être humain. Moi, je la trouve intéressante, votre question, Enzo, mais j'aurais presque envie de vous la retourner. Ouais. Justement, c'est pour ça que je trouve que c'est important de sortir, de faire du sport, notamment de trouver des clubs, des amis avec qui on partage les mêmes envies, les mêmes passions. Et c'est vrai que l'IA maintenant, surtout pour nous les jeunes, on est quasi nés dedans. Et on a beaucoup recours à ça. Mais c'est vrai qu'il faut savoir sortir et se dire qu'en face, c'est un ordinateur qui répète ce qui a été dit. Et que c'est à nous aussi de nous faire notre propre idée et de combattre cet outil en sortant et en voyant des gens. Et sortir sans ses téléphones. Aussi. Yanis ? Oui, donc bonjour à tous, on est étudiants en journalisme à l'ISCPA. Vous avez parlé de cet ado qui est matrixé par les séries d'horreur par exemple. Aujourd'hui on a Netflix à la place du cinéma à la maison. On a Uber, que ce soit pour se déplacer ou pour commander à manger, au lieu d'aller au restaurant ou de prendre les transports en commun. Enzo a parlé de l'IA, on a eu la réalité virtuelle, il y a un petit moment, qui nous crée un monde complètement différent de celui dans lequel on est. Qu'est-ce qu'on fait face à ce business de la solitude ? À une époque, c'était l'amour avec les applications de rencontres. Ça a été le bonheur aussi qu'on marchandait. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on se dirige vers le même schéma, mais pour la solitude. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment on essaie un peu de lutter contre ce business un peu malsain des gens qui se sentent seuls ? Alors, vaste question, parce que je pense que, en plus, c'est très conditionné. Ce qui est très difficile, c'est ce que disait le professeur Gaillard, c'est qu'en fait, tout est fait, tout est ordonné, tout est conditionné. Donc, on lutte en plus contre des réseaux qui se sont organisés en ayant accès à toutes les informations, où nous, on ne peut pas passer 100 générations pour savoir comment lutter contre. Mais je pense sincèrement que c'est recréer des espaces, des lieux, des temps, des contacts avec la nature aussi, parce que la nature, elle a son rythme, et donc on ne peut pas la transformer. La nature, vous ne pourrez pas faire pousser à toute allure, elle dépend aussi de la météo. Donc je pense que plus on peut créer des espaces pour les jeunes et les enfants, et ensuite même les adultes, parce que ça ne concerne pas que les jeunes, où ils peuvent se rencontrer en vrai, y compris en se mélangeant, et ça aussi, ça touche à l'urbanisme, par exemple, donc en se mélangeant socialement, générationnellement, et où ils peuvent retrouver du plaisir physique, vous le disiez, avec la nature, gustatif aussi, le goût, je pense que c'est important, la nourriture, je suis très gourmande, et puis aussi la relation avec l'autre. Et petit à petit, quand les gens tout d'un coup redécouvrent des moments de plaisir, puisque finalement tout ça c'est du plaisir, c'est-à-dire qu'avec les IA, on a l'impression d'avoir du plaisir, ou avec les téléphones, etc. Si on est en capacité de recréer des espaces, des lieux, des temps où il y a d'autres plaisirs réels, alors là on peut reconnecter. Mais j'espère que nos instances, etc., pensent et soutiennent pas uniquement les industries des nouvelles technologies qui peuvent avoir du bien, mais aussi les acteurs qui créent justement ces espaces et ces lieux qui permettent la vraie rencontre. Et là-dessus, j'ajouterais juste un mot, de dire que ce que vous décriviez, Yanis, c'est ce qu'on appelle la société transactionnelle, et qu'il est grand temps de revenir à une société relationnelle et de démarchandiser certaines choses aussi pour aller vers plus de liens humains. Et c'est en effet un vaste programme politique, social, sociétal.
En tout cas, merci beaucoup. Et on va ouvrir les questions à la salle, s'il y en a. Bonsoir, Marie-Odile Sarrazin. Merci pour tout ce que vous nous avez partagé. J'aimerais m'adresser à vous. J'ai le sentiment que ce que vous êtes en train de construire a un effet extrêmement vertueux. Et comment vous pourriez le dupliquer, en fait? Parce qu'on a besoin de ça, que ce soit jeune, moins jeune, très jeune. Et j'ai le sentiment qu'on ne duplique pas assez ce genre de construction et de partage. Merci. Alors j'ai envie de dire avant qu'on fasse dupliquer que nous on aboutisse, parce que c'est pas si simple, parce que c'est un peu complètement hors du cadre. Donc je l'ai bien dit tout à l'heure, on est encore une expérimentation, donc on a besoin de moyens, pas seulement financiers, mais aussi pour recréer. C'est vrai que moi mon rêve, je ne suis pas du tout du monde historique ou culturel, mais j'ai découvert aussi combien les racines d'un lieu sont importantes. Et sont importantes. Et c'est vrai que moi, mon rêve, ce serait une chaîne de lieux qui déploie des enjeux contemporains reliés avec les racines du lieu. Bon, nous, c'est effectivement la question de permettre à chacun de développer cette en complémentarité des autres, mais si on pense à la prison de Clairvaux qui est fermée, et donc ils sont en train de rechercher une nouvelle vocation pour cette ancienne abbaye de Clairvaux, on pourrait imaginer tous des sujets autour de la protection des données, par exemple, puisque c'était une prison. Donc c'est un enjeu contemporain, mais c'est enraciné. Et je pense que si on n'a pas tellement parlé de la question de l'histoire et de l'enracinement, ce qui est extrêmement important aussi, enfin, je pense peut-être que vous pourrez compléter. Et moi, j'étais extrêmement surprise, puisque, comme vous disiez, j'ai eu plusieurs vies, donc j'ai aussi été CPE dans l'éducation nationale. Et j'aime beaucoup les jeunes, notamment difficiles. Et je suis extrêmement surprise de la quantité de jeunes qu'on reçoit à la Chartreuse et qui se passionnent pour la Chartreuse, au point qu'on a créé les alumni de la Chartreuse de Neuville. Cette année, on a eu 34 jeunes qui se sont investis de plusieurs semaines, à certains jusqu'à 3 ans, qui reviennent de tout milieu. Ça va de l'ESSEC à des milieux très, très défavorisés. Un jeune qui avait complètement décroché scolairement, qui est passé 6 mois chez nous et qui nous a recommandé auprès de son cousin, qui est milieu forain, qui est chez nous. Donc en fait, ces lieux portent aussi quelque chose, et je pense que c'est pas seulement, nous on est un projet laïque, c'est pas seulement le côté religieux, c'est la beauté d'un lieu, l'émerveillement, on n'en a pas assez parlé, mais je pense que pour lutter contre ces réseaux sociaux, etc., l'émerveillement, la beauté et les racines me semblent être aussi importants, mais je pense que ça peut être intéressant que ce soit complété par vous. Si vous voulez y aller, allez-y. Je pense qu'effectivement, à vous entendre, c'est pas si simple de trouver un endroit où il y ait l'énergie que vous y mettez, mais aussi l'histoire qui crée une forme de verticalité portant le projet. Et je pense qu'effectivement, il faut dupliquer l'expérience, donner d'autres développements à ce type d'expérience. Mais comme vous le dites, je suspecte que sans cette forme d'enracinement, qui n'est pas tant un enracinement géographique, mais dans une histoire, nous ne soyons pas portés de la même façon dans la dynamique que vous décrivez. Et ça, c'est souvent une dimension qui est peu évoquée, peu perçue, de nature symbolique, qui a un effet majeur sur les êtres humains que nous sommes, sans laquelle beaucoup de nos développements sont des développements qui sont suspendus, qui sont sans inscription. Et l'inscription, elle n'est pas que dans le corps, elle n'est pas que dans ici et maintenant, elle est aussi dans une histoire, et je dirais avant tout dans une histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour, donc j'ai une question aussi peut-être pour compléter l'intervention qui vient d'avoir lieu. Je pense que rien que le terme dupliquer est un peu problématique, puisqu'on part déjà de quelque chose d'en haut qu'on va plaquer sur quelque chose de déjà existant, et on peut jamais vraiment dupliquer ce genre de projet, effectivement, parce qu'ils partent de quelque chose, ils sont organiques en fait. Donc pour reprendre ce que vous disiez aussi, monsieur, l'importance des mots, de la même manière, il ne faut pas dire la connexion entre les êtres humains, comme aiment le dire les anglo-saxons.
social connection, etc. C'est des liens en fait, c'est pas des connexions entre les êtres humains, donc c'est important, les mots c'est extrêmement important. Et ma question elle porte sur, donc c'est pour vous monsieur, sur quel pourrait être le rôle ou comment on peut comprendre aussi l'importance de la honte dans une société avec les manières, le respect des codes, puisque aujourd'hui il y a des choses qui, enfin de mon point de vue, devraient générer de la honte, mais les gens les font, alors pour reprendre une terminologie anglo-saxonne, de manière shameless, sans aucune honte. Par exemple, en ville, moi je viens de la campagne, il se trouve que je suis le fils d'Alexia, voilà, donc on vient d'un petit village dans le Pas-de-Calais, donc on doit prendre la voiture pour tout faire, il n'y a pas d'immédiateté. Et Uber Eats, c'est quelque chose d'intéressant, par exemple, parce qu'on est en ville, le restaurant il est à 15-20 minutes grand maximum à pied, et on se fait livrer sans aucune honte, et moi je trouve ça étrange. De la même manière, les téléphones, c'est de plus en plus fréquent que la musique, enfin, on écoute de la musique, on met de la musique sans demander à personne autour, on occupe l'espace sans aucune forme de honte, et c'est pas... alors forcément ça peut choquer peut-être cette question ou cette réflexion, mais c'est vrai que dans les sociétés d'avant, à travers l'éducation, à travers les codes, dont on a aussi beaucoup cherché à s'émanciper, peut-être un peu trop, on avait une régulation quand même via cette honte. Et bon, je ne suis pas expert en psychologie, mais je sais que peut-être Freud ou des choses comme ça s'y sont intéressés. Donc peut-être vous avez des choses intéressantes à dire là-dessus. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. Je ne suis pas sûr de beaucoup aimer le mot « honte » pour faire référence à ce que vous évoquez. Je le comprends hein, dans votre propos, mais je dirais qu'en amont de la honte, c'est simplement la question de la considération de l'autre, c'est-à-dire de se représenter que l'autre existe. Et c'est pas rien, hein. On a parlé de la solitude des êtres humains, mais en fait, l'autre me place d'emblée dans quelque chose d'autre, précisément, que ce que je suis, parce que je suis en relation avec cet autre. Ce qui suppose toute une série de codes. J'ai parlé des mots qui sont essentiels pour établir cette relation, et encore une fois, l'ambiguïté même du mot « relation », qui dit aussi le fait d'utiliser des mots. Mais je dirais plus radicalement que pour cultiver les allers-retours entre la solitude et la relation à l'autre, il faut considérer que l'autre existe, et c'est quelque chose qui, en soi, est très difficile. Il est tellement difficile que, justement, il faut un certain nombre de codes qui permettent cette relation avec l'autre. Il faut les mots sur lesquels on s'accorde, j'ai dit tout à l'heure, éviter les quiproquos, affiner la relation, l'ajuster, mais il faut aussi accepter que je considère toujours ce que l'autre vit de mes propres interventions, de ma propre existence ici, mon propre regard sur l'autre. Ça peut procéder simplement de la façon de regarder l'autre, qui suppose, encore une fois, que l'autre a ses propres intentions, son propre dessein, ce qui me met dans une position particulière. Sartre en fait, l'enfer c'est les autres. C'est pas que les autres représentent l'enfer, mais c'est qu'à partir du moment où je suis dans la relation à l'autre, eh bien l'autre dicte éventuellement son propre dessein. Et encore une fois, pour que cette relation s'accomplisse, il faut qu'on puisse s'accorder. Ce qui passe effectivement par des codes, ce qui passe par les mots qu'on utilise à bon escient. Vous y êtes attentif manifestement, mais parfois des choses beaucoup plus subtiles, simplement la façon de regarder l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui. Alors, on excuse Alexia qui doit reprendre un train pour rentrer, mais il nous reste un petit peu de temps. Bonsoir, merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Virginie Feuillette. En fait, en vous écoutant, ce qui m'est venu, c'est que tout ça a beaucoup de liens avec le rapport au temps et ce qu'on met en fait dans ce temps et la manière dont on l'utilise.
d'une certaine manière. Donc quand Alexia parlait d'émerveillement, par exemple, l'émerveillement, ça demande du temps. Quand vous parlez, monsieur, d'accordage, d'affiner la relation, c'est pareil, ça demande du temps. Et j'ai l'impression que ce temps-là, aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on l'utilise, qu'on a envie d'une certaine manière de le rentabiliser au maximum, d'être le plus efficace possible. Et que donc, peut-être que cette solitude, elle est liée aussi à ce temps qu'on ne donne plus pour établir la relation, pour regarder à l'intérieur de soi-même, pour partir en exploration, par exemple. Ça demande du temps aussi, ou se reconnecter à la nature, ça demande du temps. Voilà, donc c'est ce qui me venait à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir par rapport à ça. Stéphanie, est-ce que... Alors c'est vrai qu'on essaie de rentabiliser le temps, d'être plus efficace, mais paradoxalement, pour l'utiliser sur les réseaux sociaux, pour les loisirs, les séries Netflix. C'est ça qui est complètement étrange, en fait, dans le monde dans lequel on vit, effectivement. Moi, j'aime beaucoup le temps long. Je suis convaincue que si j'ai atteint certains objectifs, c'est parce que j'ai accepté ce temps. Et j'essaye, c'est pour ça que je dis que je vis dans le monde tout en étant loin de l'agitation du monde, c'est que j'essaye de vivre un peu en mode déconnecté, c'est-à-dire pas dans le côté rapide, immédiat. C'est quelque chose qui ne me convient pas du tout, en fait. Et c'est vrai que l'émerveillement, ça permet de s'ouvrir un peu plus à l'autre. J'ai connu l'émerveillement notamment en Antarctique ou au Groenland. Dans ces régions-là, on apprend à remarquer les détails. Par exemple, on passe des journées à regarder les nuages parce que c'est grâce à eux qu'on peut se guider parce qu'on n'a pas d'autres points de repère dans l'espace. Et dans la vie de tous les jours, on ne les regarde plus. Et il y a trop d'informations. Donc on en revient toujours à la question du trop-plein à cause des réseaux sociaux, de l'Internet, de l'IA. Moi, j'ai peur en fait de cette évolution, c'est clair. Mais je pense qu'à un moment donné, on le voit aujourd'hui, les jeunes reviennent de plus en plus vers le sport, vers l'activité physique. Je pense qu'il va y avoir une telle crise que de toute façon, on va avoir une prise de conscience et que probablement il y aura un retour en arrière, et notamment sur cette question du temps qui passe. Donc voilà, c'est essayer de faire les choses, mais en même temps être serein par rapport au temps qui passe, avoir conscience de la mort, conscience qu'on a un temps limité pour les choses, mais en même temps être serein et prendre le temps d'eux, parce que se presser, être dans l'urgence pour in fine passer un quart de sa journée sur les réseaux, ça n'a plus vraiment de sens en fait. Alors, il y a juste... Apparemment, la moyenne de temps... Merci. La moyenne de temps en France passée sur les réseaux, c'est 1 heure. Sur les réseaux, sur Netflix, c'est 1 heure par jour. Donc, c'est une journée dans la semaine. On en est là. Et moi, je voulais réagir aussi par rapport à ce que vous avez dit, que quand vous revenez ou quand vous réfléchissez, ou justement vous êtes proche des choses, de la nature, et vous êtes sensible, et que vous voulez vous déconnecter des réseaux et tout ça, des informations. Moi, il m'est arrivé la même chose que vous, enfin d'une façon différente, c'est que en fait, quand on n'a pas la télé, moi, j'ai pas la télé chez moi, et j'ai eu 2 enfants, et j'ai eu un écran, évidemment, les premiers, je leur ai mis, et je leur ai acheté des DVD, ils choisissaient à chaque jour ce qu'ils voulaient voir, etc., ou même sur l'ordinateur éventuellement. Mais il n'y avait pas d'addiction, ils avaient un temps limité pour tout. Mais ce jour-là des attentats, pareil, je travaillais chez moi en télétravail, parce que moi je l'ai fait avant tout le monde. Bon, mais c'est pas... c'est une longue histoire. Mais c'est pareil. Ce soir-là, la veille, j'ai couché mes enfants donc, à 21h, en leur ayant lu une histoire. On est allé au restaurant et on est rentré en voiture, on s'est couché.
pas de souci. Donc une autre fille est allée notamment à Henri IV le samedi matin. Je crois que c'est ça, hein. C'était un samedi matin parce que c'était un vendredi. Je ne sais plus. Excusez-moi, est-ce que vous avez une question? Et du coup, on m'a insulté d'inculture totale parce que je n'avais pas la télé et je n'étais pas normale. Et c'était la CPE d'Henri IV qui m'avait dit ça. Du coup, peut-être... Alors, et là, aujourd'hui, bon, ma fille, elle n'est plus à Henri IV, grâce à son père. Et, on va peut-être réagir sur, en effet, la difficulté de se couper du monde, parfois, et de prendre ce temps pour soi. Comment donc toi Stéphanie, tu arrives à le prendre, tu en as fait ton métier, mais ça a des coûts et ça représente un effort. Et peut-être pour rebondir sur le sujet d'avant, peut-être que Céline, tu veux faire le lien? Oui, je trouvais votre point sur le temps m'inspirait aussi le fait que c'est compliqué d'être sans rien faire. Et qu'en fait, dans ce culte de la performance, de l'urgence, on veut toujours faire quelque chose. Même, je ne sais pas, face à une amie qui partage un inconfort et est en train de chercher « mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» en oubliant que peut-être que le sujet, c'est juste d'être là, tout simplement. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, je vous invite à prendre 3 minutes pour parler à 3 personnes inconnues, comme ça a été suggéré au début, dans la vraie vie, parce que c'est rare de prendre ce temps pour rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, et ça s'y prête aujourd'hui. Merci.